vous êtes bien ici parce que vous avez toutes les inscriptions sur vos... Vous avez ces merveilleuses inscriptions IHS qui ne sont pas évidentes du tout. Et vous savez, sur le sanctuaire, ils ont décrypté les inscriptions du suaire Jésus. C'est quand même... Vous savez, ils ont fait ça sur ordinateur. Il y a un livre entier là-dessus. Ils ont fait ça sur ordinateur, sur le sanctuaire. C'est pas Jésus. E-S-U-S. Enfin, en grec, hein, Epsilon, etc. Bon, mais alors, vous voyez, il va de soi que il faut aller, là, il faut aller à un petit pas, parce que sinon, on va dire, bon, où est-ce qu'on va? Moi, pour l'instant, tout ce que je veux, c'est estimer que... Alors, bien sûr, ce dont je ne vous ai pas parlé, parce que j'ai travaillé 40 ans sur la question, c'est le culte de Saint Blaise dans l'ensemble de l'Europe, qui a des équivalents, par exemple, dans tous les pays en Russie, au IXe siècle, on évoque le protecteur des bêtes à cornes, il s'appelle Volos Vélès, et c'est l'équivalent de Saint Blaise, païen, hein, dans la geste du Prince Igor. Et partout en Europe, j'ai consulté tous les folkloristes d'Europe, à chaque fois qu'on parle du culte de Saint Blaise, ils disent on sent qu'il doit bien y avoir une divinité ancienne, tous ces sacrifices, c'est bizarre, parce que c'est quand même un culte extraordinaire. Hein, je veux dire, le culte de Saint Blaise, c'était un grand culte alors, médiéval et même bien antérieur, on a des attestations plutôt. Donc je rappelle, protecteur des bêtes à cornes, on l'appelle le cornard, quand même bien, protecteur des bêtes à cornes. En Russie, on l'appelle Bog, le dieu du muet. Mais muet, c'est le nom de la... Vous savez, c'est le même nom que le mot muet, c'est la mutité de la vache. Voilà. Donc c'est le même nom. Et puis on a des contes populaires où on a des gens qui naissent, Jean de Lourdes par exemple, nés de la vache. Dans la tradition, le grand conte de l'homme fort, Jean de Lourdes, ce qu'il va faire, etc. Et il s'appelle Ivan Kroulevitch. Ben, Kroulevitch en russe, ça veut dire fils de la vache. Parce que là, une vache a avalé les entrailles d'un petit poisson, etc. et donne naissance à ce héros très très fort, qui est à mon avis, l'équivalent d'Orion. Le fait de naître, d'avoir été porté par une vache, vous rend fort. Quoi. Mais d'être fils du bœuf aussi. Voilà. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il soit bien posé, c'est tout. Il soit bien posé que j'estime, et je poserai, je ne suis pas prêt à me battre parce que 72 ans, on se bat plus, si on continue à se battre, c'est fini, hein, on a autre chose à faire. Mais j'estime qu'il faut le poser de manière claire. Saint-Martin est un rapport aussi. Vous savez qu'à Saint-Martin, si vous lisez Pline qui vous parle du calendrier, il vous dit que le jour du lever, du coucher du soir des Pléiades, c'est le 11 novembre. Ce qui est bien, c'est le jour à Saint-Martin. Et on vous dit qu'à ce moment-là, c'est un texte de Pline merveilleux, on vous dit qu'on partage le prix des manteaux, que les gens qui vendent des manteaux, le jour du 11 novembre, c'est dans Pline, hein, livre 18, le 11 novembre, les gens regardent le prix des manteaux, s'il y a beaucoup de feuilles tombées, ils se disent « Ah, il faut augmenter le prix des manteaux, sinon ils le réduisent en deux. » Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que l'image de Martin pour ça? Or, je trouve que le Bégot est bien, et le nom des Pléiades, c'est Vlos, Vélès, Blas, c'est un petit tas de poils. Parce que c'est des petites choses indistinctes comme ça. C'est le même nom, donc, que Blaise, Blas, Vlos. Voilà, mais ça fait, là, le dossier Blaise, c'est chez moi, ça occupe comme ça. J'ai passé dans la région, je suis sûr que ça a dû... Alors, patron des Goitreux, vous autres qui êtes Gaveau, c'est bien. Non, mais c'est bien de savoir aussi qu'il protège. Il y a la bénédiction du sel le jour de la Saint-Blaise, c'était pour guérir le goitre. Vous êtes en pleine zone.
en pleine zone de la gorge, de la protection de la gorge, du danger au niveau des pendus. Bon, il faudrait peut-être même aller voir l'importance de votre Judas pendu ici. Quand même, bon, je sais qu'il n'est pas unique, mais enfin, c'est pas pour rien qu'il y a. Alors ici, vous savez qu'ils s'appelaient Gavot, les gens qui faisaient les textiles s'appelaient les Gavots. Ils descendaient à Nice, ils descendaient au printemps pour curer les fosses septiques. Les montagnards, hein. On appelait les Gavots. Ils devenaient d'ailleurs du coup très riches, mais ils étaient considérés comme goitreux et ils sont représentés dans une série. Donc, je vous ai dit, c'est Roure, c'est où qu'il y a les Gavots qui mettent Saint-Sébastien. On les voit avec leur boîte, et quand les gens ont repeint, ils ne savaient pas qu'ils étaient des goitreux. Alors c'est affreux parce qu'on voit uniquement sous la peinture, ou peut-être ils ne savaient pas, ou ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Moi j'ai encore assisté à la bénédiction de la gorge à Belvédère, et il y avait un certain nombre de goitreux, de chrétiens goitreux, là. Enfin, les vallées, c'était dur. Quand vous passez du côté de l'Italie aussi, hein, vous avez un certain nombre de vallées, là. J'ai eu peur un jour parce que je suis arrivé dans une vallée, il y avait une castagnade, là, une fête de la châtaigne. Et puis je commence à parler des goitreux, et il y avait le maire, j'avais l'impression qu'il ne savait pas où se fourrer, et sa sœur était atteinte d'un goitre important et dégénératif, etc. C'est pas rien hein, d'avoir l'angoisse de la gorge. Voilà. Ben, et finalement, le signe du taureau. Si c'est pas la gorge, j'ai jamais rien compris. Ça fait un bout de temps. Bien sûr. Et comme tout ça, pour moi, je trouve que ça forme un ensemble cohérent. Maintenant, question. Ne me dites pas que tout est clair. Là, c'est pas l'opposition à vos propositions? L'opposition? Oui, il n'y a même pas eu d'opposition, ça a été entre nous. Les oppositions, c'est bien. Non, les oppositions, c'est extraordinaire, parce que les oppositions, on peut commencer à... Mais on n'en parle pas. Non, d'ailleurs, c'est pas grave. C'est pas... disons qu'il y a longtemps que... Moi, je suis monté avec mes étudiants il y a 30 ans, hein, pour essayer de travailler, et sur les étoiles... la seule qui a un peu reconnu le fait que j'étais monté avec elle et que je l'avais orientée sur le sujet, c'est Chantal Jecques. Chantal Jecques, c'est la seule qui, au début de son diplôme, dit bon, ben, c'est M. Guelbé, qui était mon professeur à l'époque, qui m'a donné le sujet de l'étude du taureau en tant que signe, mais comme elle est très fine. Elle connaît très très bien les problèmes d'étoiles, les problèmes de procession des équinoxes, etc. C'est très bien. Quand on a quelqu'un qui est un spécialiste comme ça, on progresse. Mais l'opposition, elle est dure. Elle est dure. Moi, je crois qu'elle n'est pas très compliquée. Hein. C'est ce que je disais d'entrée de jeu, c'est-à-dire où on fait des hypothèses très précises, et on peut commencer à discuter. Mais si on commence à parler de la fécondité, des pluies qui fécondent la terre-mère, et des choses de ce genre-là, moi ça me paraît trop vague. C'est tout. C'est tout. Moi je trouve qu'on prend pas assez de risques. Moi j'ai travaillé longuement avec Laurent Laurent hein, pour l'interprétation des peintures comme ça. Et ben, bon, à un moment, je lui ai indiqué, bon, je pense que sur tel... C'était une baguette gravée aurignacienne, ça représente telle scène précise, ça représente l'ours en train de manger telle plante, etc. Bon, il était d'accord, il n'était pas d'accord, mais au moins on avait des bases. Ce qu'il faut, c'est partir du même terrain. Or, le terrain, là, je répète, pour moi, le terrain du Bégo doit être histoire des religions. Et histoire des religions précis. C'est-à-dire inviter des gens, moi, si j'avais fait un congrès au Bégo, j'aurais invité des historiens des religions. De l'école pratique des hautes études, 5e section, histoire des religions.
Voilà, des spécialistes de Mitra, des spécialistes... Oui, j'écoute. J'ai pas bien suivi l'arrivée de Bégon et puis le rôle des abeilles au miel. Ah. Alors, dans le nom de Bégon est double, ça veut donc dire engendré, né du bœuf. Hein? Oui. Né du bœuf, et ça peut désigner, c'est une épithète, donc, d'Orion, puisqu'il est né d'une peau de bœuf dans laquelle on a éjaculé, d'une peau de bœuf qui en plus, qu'on avait remplie d'eau. Vous savez qu'on utilise la peau de bœuf comme ça, bien cousue, donc en rapport aussi avec le fait que ça va provoquer la pluie, hein, qui est en rapport avec la pluie. Bon, ça, bon, alors le mugissement du bœuf qui provoque la pluie, etc., ou du taureau céleste, on a ça dans toutes les mythologies babyloniennes, etc. Mais là, très précisément pour ça. Et deuxièmement, donc la bougonie, ça désigne quelque chose que tu as dans je ne sais quel églogue de Virgile. Et Virgile, mais celui qui a le plus étudié ça, c'est un de mes professeurs d'histoire de la religion, qui s'appelle Marcel d'Étienne. Et Marcel d'Étienne, dans un livre qui s'appelle Les Jardins d'Adonis, a longuement étudié, je suivais ses cours à ce moment-là, a longuement étudié le mythe d'Aristée. Et entre autres, de la création des abeilles à partir du cadavre d'un bœuf, qu'on appelle la bougonie, donc l'engendrement par le bœuf. Ce qui est alors, c'est sûr que les Pléiades ont aussi été considérées comme un essaim. Et pour cause, tu vois, ce petit tas comme ça d'étoiles, c'est le cas, entre autres, dans la tradition juive. Le nom des Pléiades, c'est Kima, c'est le tas, la tradition juive. Dans la tradition juive, le nom de Bégo, c'est le fou. D'Orion, c'est le fou. L'errant. Kessil, en hébreu, parce que c'est une constellation, comme elle est au niveau de l'équateur, elle fait un grand trajet, comme ça. Comme elle fait un grand trajet, on estime que c'est le fou errant. Vous en avez une merveilleuse représentation dans Jérôme Bosch. Le fou de Jérôme Bosch, regardez-les bien, hein, le fou errant de Jérôme Bosch dans le chariot de foin. Alors c'est le fou errant comme ça, et puis il se rend auprès d'une... On a un taureau devant lui comme ça. Ici, il a un bâton, il a la masse, hein, qu'on met aux mains d'Orion aussi. Et puis, le taureau est près d'une barrière avec des angles comme ça. Dans le ciel, c'est le fleuve Éridan. Alors, ici, vous êtes bien pour l'Éridan, puisque l'Éridan, c'est à la fois le Pô et le Rhône. On hésite. On hésite quant à l'identification de l'Éridan. Dans Lucien, c'est le Pô. Je me souviens avec le récit de Lucien, il remonte le Pô. Et puis il y a les mariniers qui souffrent à faire remonter le Pô. Et à un moment, ils demandent, mais est-ce qu'on trouve de l'ambre ici? Parce qu'on me raconte que Phaéton est tombé et que là, les sœurs, les Héliades, pleurent des larmes d'ambre, etc. Alors les mariniers disent, écoute, s'il y avait de l'ambre ici, on ne pousserait pas sur nos rames. Mais est-ce que aussi Kiknous, le cygne, chante et ils disent, non, on n'a jamais entendu chanter de cygne. C'est un très beau de l'ambre. Mais alors on identifiait donc soit au Pô, avec les argonautes hein, qui redescendent le Pô, soit le Pô, soit le Rhône. Et alors, là, j'ai l'impression qu'il faudrait savoir depuis quand on sait ce qu'est l'horreur sacrée. Vous savez que l'horreur, par définition, le sacré, c'est ce qui provoque l'horreur, c'est-à-dire qui fait que les cheveux se dressent sur la tête. C'est une racine indo-européenne, ça c'est étudié par les linguistes, une racine indo-européenne. Le contact au sacré, c'est les cheveux qui se hérissent sur la tête. C'est l'horreur, ce qu'on appelle l'horreur sacrée. Le poil qui se hérisse, etc. Alors ça, c'est ce que la vue du sacré vous donne. Mais réciproquement, je pourrais dire, au moment où vous êtes en montagne, si vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête, il y a de quoi
savoir que la mort n'est pas loin. Vous voyez, il y a une sorte de jeu comme ça sur le poil qui se hérisse, les hirsutes, ou les chevelus d'ailleurs. Quand vous êtes des capellati ici, vous êtes donc vous faites partie non seulement de la gaule chevelue, mais des ligures chevelues. Et bien les ligures chevelus, peut-être que tant qu'ils avaient leurs cheveux, ils étaient encore montagnards, c'est-à-dire ils savaient très bien que le cheveu, c'est ce qui va vous annoncer que la mort n'est pas loin. Ça vaut largement les aigrettes sur le piolet. Voilà. Le bruit des abeilles. Moi, j'ai pas souvent entendu le bruit des abeilles. Voilà. T'as entendu ça? Oui. Quoi? Faut courir vite. Pascal, il dit boum. Puis il y a même une brebis qui est tombée à côté de lui. Foudroyée. On peut dire. Il faut descendre vite. Et les trois grues, par rapport aux gravures des merveilles, il n'y a aucun signe qui peut faire penser, avec tous ces taureaux. Les seules grues que je connaisse, Élise les connaît mieux que moi, c'est celle de Notre-Dame. Il n'y en a que deux. Alors, les grues, le dossier des grues est extraordinaire parce que les grues sont des oiseaux qui se lestent. Ça, on a ça dans Aristote, mais plein d'auteurs. Alors, d'abord, grue, le nom grus, etc., c'est leur cri qui donne ça. Et vous savez que ligure, ça veut dire celui qui pousse un cri aigu. C'est du grec, hein. C'est ceux qui poussent des cris aigus, les ligures, hein. Ligus. Ligus, c'est pousser un cri aigu. C'est tout ce qu'on a sur le... Enfin, on a d'autres choses sur les ligures, mais disons, c'est ça. Alors, les grues, quand elles... Alors, il y a toute une série de légendes que je ne vous ai pas évoquées, qui, à mon avis, sont quand même relativement importantes. C'est quand même Héraclès. Parce que Héraclès revient des portes du soleil couchant, avec les bœufs de Géryon. Et Géryon, c'est le même nom que grue. Le triple Géryon, c'est le triple hurleur. Et c'est la même racine que grue. Les trois grues sont celles qui... Alors vous le voyez, c'est un bouvier. Le triple Géryon, c'est un bouvier. Et lorsqu'il a volé les bœufs de Géryon, il arrive dans l'accro. Et là, dans l'accro, il se bat avec deux fils, Albion, et je ne sais plus comment il s'appelle, deux fils du roi Ligus, du roi des Ligures. Comme ça. À un moment, il n'a plus d'armes. Alors il se met à genoux, il prie, et Zeus lui envoie des pierres. C'est pour ça qu'il y a toutes les pierres dans la grue. Mais ça, c'est dans l'accro. Mais tout ça, et après, il va passer par ici. Hein. Entendu, il faut qu'il passe. Il va falloir qu'il passe. Il y a une partie de son troupeau qui se sauve en Sicile, il va à la nage le récupérer. Mais après, puisqu'il va aller à Rome, il faut bien qu'il passe par ici. Donc à un moment, les gens pensaient que c'était lui. Il n'y a pas une association aussi entre les taureaux et les grues dans la légende de Thésée, du Minotaure? Ah, il y a la danse des grues, oui. Bien entendu. Bien. Il y a la danse de Grania, la Guérania. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors là, ça supposerait même qu'on reprenne l'étymologie de Thésée et Zeus. Bien sûr, qu'après avoir conquis le Minotaure, Thésée s'arrête et il abat un certain nombre de bœufs, une hécatombe, hein, et il forme un autel uniquement avec les cornes gauches. Alors ça, j'avoue, hein, c'est difficile à comprendre. Et là, ils se mettent à danser la danse de la grue. Autour, bien sûr, qu'il y a... C'est fondamental. Après, il faut reprendre alors l'ensemble de la... Mais ces danses-là, on les retrouve dans les anciennes mythologies, cosmologies taoïstes. Alors, je pense que chez les taoïstes... Absolument. Non, la grue chez les taoïstes, c'est la monture des immortels. Alors, la monture des immortels... Moi, je suis allé au Japon, travailler un peu sur la grue. Quand vous commencez à parler de la grue au Japon, ils vous montrent toujours, lorsque les immortels se rendent au palais de Jade, etc., au ciel, bien entendu, c'est sur des grues.
Mais alors, est-ce qu'on peut... Il y a un très bel article, justement, de Savignac qui a écrit là-dessus, qui s'appelle « Il nous faut célébrer les grues ». Parce que les grues sont des... Et alors, je termine pour les grues avec les pierres. Lorsque les grues traversent la Méditerranée, elles se laissent avec des pierres. Et quand elles arrivent dans l'accro, elles lâchent les pierres. On estime les pierres de la grue comme des pierres descendues du ciel, tombées du ciel, comme ça. Puisque les grues sont immortelles, et que quand vous voyez arriver des pierres du ciel, vous pouvez commencer à vous dire que ça vient de... Mais là, c'est tout une chose. Le nom qu'on donne dans le Parsifal, Wolfram, le nom qu'on donne au Graal, c'est l'apis ou la psite ex coelis, tombée du ciel ou la pierre du ciel. Donc, là, mais quelqu'un a bien étudié ça quant aux grues, c'est Rabelais. Parce que Rabelais a un épisode extraordinaire de puits de pierre dans l'accro comme ça, avec la moutarde qui ressuscite, enfin. Il y a un chapitre du 4e livre là-dessus qui est entièrement sur ce domaine. Mais bien sûr que la danse de la grue... Alors, on ne sait pas, parce qu'on a retrouvé plus ou moins des figurations donc dans le minoéen, hein, on a des figurations très tôt de cette danse. Alors apparemment, c'était une danse réservée aux jeunes gens, à des jeunes gens qui s'étaient rasés à moitié, comme ça. L'ensemble des gens qui suivent Thésée, qui étaient tous déguisés en jeunes filles, hein. Lui, il vient, normalement c'est un tribut de jeunes gens, puis il se déguise en jeune fille. Alors ils sont comme ça, rasés à moitié. Et puis ils dansent donc en effet, la danse de la grue qui était probablement... Mais les grues dansent. Ceci étant, j'espère que vous avez vu des grues danser. Elles sont face à face comme ça, c'est une légèreté, c'est un animal mythique. Mais... pourquoi 3 grues ça, les anciens biologistes disent que la grue est un animal suffisamment intelligent quand elle a plusieurs œufs. Si en retire un, elle remarque que sur les 3, elle en pond 3, que sur les 3, il en manque un. Est-ce que ça aide? J'en sais rien. Toujours est-il que ça correspond sûrement au triple gérillon. Hein, au triple gérillon, donc au bouvier de l'extrême occident, dont les bœufs vont être emmenés, alors sont emmenés donc par Héraclès, il passe donc par ici, et lorsqu'il arrive à Rome, il rencontre un bouvier, là aussi qui lui vole ses bœufs, et qui s'appelle Recaranus, ou Tricaranus. Donc c'est la même racine, hein. Et là on a pu faire un rapport avec justement le triple gérillon là-bas, et puis à Rome, parce qu'on a forme Recaranus, mais dans certains manuscrits, on a Tricaranus. Alors Caran, c'est la grue. Caran, c'est la grue. Voilà. Tout est clair. Juste peut-être une petite chose. Oui. Là, on avait parlé en fait d'Ego, d'Hélène, d'Hélénos, en fait. Oui. Est-ce que c'est un peu écarté? Non, à ce moment-là, non, si tu veux, à ce moment-là, il faudrait reprendre l'ensemble du dossier qui a été fait par la mythologie française, hein, par D'Autanville entre autres, sur les rapports entre Bélène et Gargantua. Mais c'est un... Et Gargue, même la racine Gargue, si tu veux, pour Garanos et tout ça, il faudrait reprendre cette racine. Alors, il y a un endroit, parce que, bien sûr que là, j'ai totalement éliminé, par exemple, un éventuel culte d'Apollon. Or, quand on est de l'autre côté, il y a la Bolène Vésubie, et la Bolène, c'est un Abolléna au départ, donc la forme directe, Ablac, Abol, la forme directe chez les Celtes du nom d'Apollon, qui est le même nom que la pomme d'ailleurs, Ablac, c'est l'île d'Avalon. Donc, Abolléna, d'une part. Si vous allez à la Bolène Vésubie, allez-y, vous verrez une magnifique Sainte-Agathe et juste à côté un magnifique Saint-Blaise, dans l'église, des copies, hélas. Bon, donc c'est sûr que là, il faudrait reprendre. Mais ça voudrait dire qu'en fait, ce qu'il faudrait refaire, c'est reprendre le dossier Gargantua Bélénos en termes d'Orion.
qui est un dossier important, qui est celui, disons, de l'ensemble de l'école de mythologie française, dont je fais partie depuis 40 ans. Depuis 40 ans, je me bats pour qu'on ait fait, mais c'est pas, universitairement, c'est pas reconnu du tout. Ça les amuse beaucoup quand on leur dit que Gargantua est né d'une baleine, et qu'il y a des rapports entre baleine et la baleine et Bélénos, tu comprends? Alors que même dans les romans de chevalerie, le château du roi pêcheur, c'est le château de baleine. Je le dis, bon, donc il n'y a pas de problème. Ça supposerait à ce moment-là qu'il y a eu aussi. Mais moi je crois que c'est une. Bon, le solaire, c'est quand même. Je dirais pas que c'est trop facile, mais c'est peut-être moins précis quand même qu'une constellation comme ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir quelque chose, du côté en effet de Baleine. À reprendre ensuite au travail. Vous savez ce que dit le facteur cheval quand vous rentrez dans son palais idéal? Il dit œuvre d'un seul homme. Non, il dit 30 000 heures de travail. Œuvre d'un seul homme, que qui compte faire mieux, se met au boulot. J'aime beaucoup le facteur cheval. Voilà, c'est sûr, il faut reprendre. J'avais fait faire toute une série d'études sur le culte des Saint Blaise dans la région. Donc, il y a toute une série, en effet, de chapelles. Bon, il était répandu partout. On interrogeait le moindre paysan, il nous disait qu'est-ce qu'on était fiers quand on allait comme ça pour la bénédiction avec les 2 cierges allumés, hein, croisés sous la gorge, parce qu'il y avait 2-3 gouttes de cire qui nous tombaient sur le costume. On mettait un beau costume et on savait qu'on était protégé des maux de gorge tout le temps. Au XIIe siècle, il y a un texte qui s'appelle « Les loisirs des princes », Ossian Peralia, de Gervais Tilbury, qui était maréchal du roi d'Arles, 12e. Et alors il parle des merveilles dans la région. Et il dit, dans une certaine ville appelée Lantuscula, Lantosque, hein, dans une certaine ville appelée Lantuscula, lorsque les gens montent vers l'école, ils se font bénir la gorge, 12e, hein, ils se font bénir la gorge, car ils savent que si jamais ils se mettent à tousser dans un col, ça va déclencher des avalanches. Je trouve que c'est bien quand on a un texte comme ça. Hein. On a un texte, au hasard, on m'avait signalé, donc Lantos. On a aussi cet élément-là. Mais Saint-Bernard de Menton, que font les diables quand ils prennent... Comment ils sont représentés tous les diables? Si vous avez vu toutes ces images de Saint-Bernard de Menton. Alors, les diables attaquent les voyageurs, pas n'importe comment. On les voit tous étranglés comme ça. Et Saint-Bernard, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il monte le sel. Il va faire, bien sûr que ce n'est pas le menton, c'est un autre menton que celui-là, mais au fur et à mesure que le christianisme arrive avec le sel, puisque pour faire le baptême, il faut du sel, etc., moi je dirais, le goitre recule, et le diable qui provoquait cette divinité qui après a pris des connotations diaboliques, hein, bon, le diable qui provoquait le goitre recule. C'est comme ça que je vois le christianisme pénétrant dans les montagnes, reculant le col, haussant le col. Voilà, mais alors il n'y a plus qu'à travailler en archive hein, sur ces textes. Il y a des textes du 12e de Belvédère qui donnent les parcours des troupeaux à Belvédère au 12e et que vous avez récupéré dans les archives. Ça nous va bien les voir parce qu'il y a plein de toponymes. La grande étude sur les toponymes des merveilles, hein, il n'y a pas de doute, c'est l'article de Nice historique 1970 numéro 4. 1970 numéro 4. C'est un... comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un instituteur à l'époque
qui a fait un article intitulé La toponymie des merveilles. Et lui, il a dépouillé les archives. Il a dépouillé les archives, sérieusement. Vous le connaissez, cet article? Oui, oui, c'est un grand. Hein. Je l'ai là quelque part, peut-être que je le trouve. La toponymie des merveilles. Voilà, d'ailleurs j'ai même la figuration. Bon, ça c'est Eratosthène, c'est pas bon, qu'importe. Hein. Vous ne pouvez pas le manquer puisque je vous donne la référence exacte. Hein. L'article sur la peinture rupestre qui est bon, c'est Bernardini. L'article sur la peinture hein, que je vous ai indiqué là, Bernardini. Il y a eu des grands chercheurs. Hein. Lambolia, tout ça, c'était des grands. Voilà. Lambolia, hein, avec. Attention. Hein. Mais seulement, voilà, comme il parlait trop des ligures, on l'a. Mais. Voilà, ben ça y est. Oui, pardon, je vous écoute. Au sujet des peintures, Oui, vous venez de citer un article oui, que j'ai oui, et que j'ai amené il y a 3 ou 4 mois au Musée des Merveilles, oui, puisque moi-même je suis un fanatique des merveilles entre autres, oui. et que la première fois où j'y suis allé, c'est il y a 50 ans, et où je peux vous dire que c'était une région qui était tout autre que celle actuelle, de par son aspect et de par ce qu'on en savait. Et je suis apparemment un des rares, officiellement, à très bien connaître ces peintures. Ah oui. Et Vous pouvez m'indiquer votre nom parce que c'est peut-être un article de vous, non? non, l'article de Bernardini. Oui, oui, je c'est parle. ça, oui, oui. Et donc je l'ai amené au Musée des Merveilles il y a 3 mois ou 6 mois, peu importe d'ailleurs. Et ils ne croient pas aux peintures des merveilles. Ils les connaissent, mais ils n'y croient absolument pas du tout. Il n'y a pas à croire ou pas à croire, on les a vus. Quand on Non. passe au jazz, Je sais. celle-ci, hein, moi je parle bien du. Je parle des mêmes. Oui, on parle des mêmes là, quand on monte à l'enfer. Ah ouais. Alors le seul problème, c'est qu'il y a. Moi, je les ai découvertes, il doit y avoir maintenant 35 ans, Oui. et elles étaient étonnamment dans un tout autre état qu'à l'heure actuelle. Oui. C'était le problème. La raison est très simple, c'est qu'un GEAS, surtout celui-là, qui est relativement très important, et dont il y a le plan Oui. dans cet article, Dans l'article. c'était d'archéologie ou un truc comme ça, les cahiers de l'archéologie du moins, est un abri extraordinaire en cas d'intempéries, etc., entre autres pour les troupeaux, et que l'entrée où se trouvent ces peintures sert plus à faire des feux de bois et à abîmer les peintures. Et même il y a 35 ans, c'était des peintures qui se voyaient très peu. Moi, j'ai passé des journées entières à attendre en fonction de la luminosité, etc. Il y a des écarts de visibilité extraordinaires. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, et j'en étais très surpris, ils mettent énormément en doute ces peintures. J'ai posé la question, comme ça, titre personnel, parce que c'est pas du tout Oui, mon oui. boulot, Oui. par amour de la région, en disant que de toute façon, les pigments étaient tellement détériorés qu'il n'y avait aucune, en guillemets, estimation possible, disons, datation, Oui, oui. que sais-je, etc. Oui. Or, Bernardini, qui a écrit cet article, ça remontait il y a 35 ans, c'était 72 ou 73, voilà, donc c'est ça, était très affirmatif. Voilà, et d'ailleurs, il m'a été répondu que c'était un excellent, une personne qui était très très érudite là-dessus. Alors bon, il y a des trucs que je comprends pas, quoi. Je m'excuse aussi, je comprends pas quand vous dites, si je peux me permettre. Oui. J'ai énormément apprécié votre conférence au point de vue mythologie, etc. Et même érudition, je peux dire. Mais je ne comprends pas qu'à votre niveau, vous n'arriviez pas à expliquer les réticulés. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, en fonction de ce que je disais,
c'est que bien avant vous, il y a eu des gens éminents pour moi qui ont étudié les merveilles style Bicknell et Conti, qui en a de plein musées à Bordighera, au Closage, etc. Et que j'ai l'impression, si vous voulez, ne le prenez pas péjorativement parlant, loin de la même, que depuis 30 ans, bon alors il y a eu de Lumley, etc., qui a passé tout ça au crible, bien entendu, qui a essayé d'en apporter la raison, et puis que depuis une trentaine d'années, vous êtes plusieurs à sortir chacun une théorie, et que moi, amoureux de Desmerveilles, je vais vous dire carrément les choses, je ne sais plus où j'en suis, quoi. Et on a... Non, mais on a... Moi aussi, ça fait bien 30 ans que j'y suis, et si je savais où j'en suis, je ne me proposerais pas dans quelques jours d'y remonter et d'essayer pour la millième fois de passer dans certaines zones, de la zone 4, que j'aime beaucoup, et de me dire, mais qu'est-ce que ça peut... Il y a plein de choses, et là, alors, je suis prêt pour les réticuler, je suis prêt à entendre tout ce qui a été dit avant moi. Si vous voulez, d'abord, quand même, j'estime que dans la mesure où, de temps en temps, on a quelques scènes figurées, je pense au jeu de tribu, hein, c'est-à-dire des associations comme ça c'est précieux. Ce qu'on a, par exemple, avec le tir à l'arc à Fontanalbe, pour moi, ça, c'est très précieux. Parce que, si vous voulez, on sort de ce qui est, à la limite, des sortes de signatures, enfin, pas tout à fait des signatures, puisque moi, j'estime que c'est des manières de figurer précisément Orion. Voilà, ça, je suis absolu là-dessus. Mais alors, le rapport entre Orion et les réticulés, Voie lactée, on l'a dit, je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est, bon, on a bien sûr dit cadastre, terrain, etc. Vous avez une idée? Aucune. Vous savez, moi je suis un nul. Comme j'ai l'habitude de dire, moi j'ai pas fait les classes préparatoires, mais je n'ai fait que le cours préparatoire. Vous voyez, donc voilà mon niveau de... Non, je m'intéresse énormément aux choses, mais non, j'avoue que... Alors bon, c'est pour mettre de l'eau dans votre moulin, là oui. Moi, les réticulés, j'ai jamais su ce que ça pouvait représenter. Voilà. Toutes les explications que j'ai pu lire, Dieu sait si j'en ai dans ma bibliothèque, m'ont toujours émis un doute, parce que d'ailleurs, ce que je veux dire aussi, c'est que le professeur de Delanu, que j'ai en grande estime, a quand même, en 30 ans de temps, une évolution de son approche. C'est évolutif. Bon, moi je m'intéresse, Bernard le sait, aux conférences qui ont lieu surtout dans la vallée, ou sur Nice, au CUM, etc. Et que je suis très surpris, en regardant ça sur 30 ou 40 ans, de voir l'évolution d'une même personne, sur certaines explications, etc., qui évoluent. Bon, moi je ne suis pas du tout, je vous dis, c'est pas ma branche. Mais il intervient dans des congrès en 65. En 65, il intervient dans des congrès internationaux d'archéologie, déjà sur le Bégo, alors bien sûr avec Anati, oui, avec Guimboutas, avec tous les gens, il y a toutes les explications de Guimboutas qui, à mon avis, serait aussi, si je n'ai pas repris tout ça, moi, bon, Guimboutas allant du côté, là aussi, des Indo-Européens, voilà, moi, vous savez, là, si j'ai voulu ce soir uniquement vous indiquer voilà où j'en suis, c'est que je ne voulais pas non plus reprendre, j'ai l'article de Guimboutas, alors éventuellement aussi, éventuellement tout ce qui concerne les Hittites, Beaugascogne, c'est tout. Moi j'estime que déjà poser, dire voilà, en m'interrogeant ponctuellement là-dessus, voilà à quelle conclusion j'arrive, c'est tout. Maintenant, vous savez, vous dire naïf, je vais vous dire, moi j'ai toujours estimé que quand on fait visiter, puisqu'on ne sait pas dans plein de domaines, et c'est l'avantage d'être guide, c'est que je pense que les guides devraient être très attentifs à ce qu'il leur est dit, par des ignorants. C'est-à-dire par un enfant qui brusquement verrait quelque chose et dirait, et pourquoi pas. Vous savez, il y a un grand archéologue comme ça qui un jour visite avec sa petite fille, il visite un musée. Et puis la petite fille s'arrête devant une statue d'une Vénus en train de lever le pied comme ça.
Et la petite fille dit, oh, la dame piquée par le serpent. Il n'y a pas de serpent. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle a été piquée au pied par le serpent, une petite fille de 2-3 ans comme ça. Et alors, finalement, il voit un certain nombre d'autres statues. En effet, il y a bien des Vénus. Il y a bien des Vénus avec un serpent. Et elles sont piquées au talon. Il n'y avait plus de serpent. Mais elle, au seul geste comme ça, elle avait vu le serpent. Et il fait un petit article charmant. Et à mon avis, charmant dans la mesure où, vous savez, tout le monde peut, comme ça. Et si on est attentif, on se dit, ben, oui, mais c'est bien sûr. Et moi, je ne suis pas... Vous savez, le nombre de fois où j'ai discuté avec Pascal, là-haut, me disant, tu vois, par exemple, il y a deux corniformes opposés, et bien, remarque comme souvent le corniforme qui est au-dessus dans le pondage de la roche a des cornes plus importantes, simplement parce que comme mes piliers se battent, et bien, celui qui gagne pratiquement toujours, bien entendu, c'est celui qui est au-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, c'est une représentation de deux corniformes face à face et puis avec un cercle au milieu. Je ne sais pas qui le premier a dit, ben, c'est les combats des reines. Parce que quand vous avez les combats des reines comme ça, qui sont des animaux forts, rouges, mâles, très importants, elles tournent l'une sur l'autre et ça laisse des cercles très nets. Ben, je trouve que ça, à mon avis, ça c'est bien. Les attelages, alors je ne vais pas parler des attelages non plus. Ni même, et de l'arbre cosmique, à mon avis, pas un arbre cosmique, c'est pas grave, l'arbre. Bon, il y a plein de choses. Hein. Si je n'ai pas parlé des attelages, c'est que, bon, j'ai posé souvent la question aux archéologues, est-ce qu'il y a des statistiques claires sur quel est le... Souvent, ils ne sont pas égaux. Alors, vous savez, quand vous mettez deux bœufs et qu'il y en a un bien plus fort que l'autre, eh bien, votre arrière tourne, par définition. Hein. Donc, on s'arrange toujours pour avoir des bœufs d'égale force. Bon. Si l'arrière tourne, alors on a un attelage qui tourne dans l'astronomie populaire, parce qu'il ne faut pas prendre que l'astronomie savante. Si vous interrogez les Slaves, ils vous disent, oh ben au ciel, la grande et la petite ours, ce sont deux bœufs qui tirent, qui sont tenus par Arcturus qui est derrière, le bouvier, qui est un laboureur, et qui tournent. Et qui tournent, et pour cause, puisque la grande ours est plus forte que la petite. Alors, ça me paraît une lecture possible. Vous voyez, il ne faut pas que prendre les mythes comme ça. Il y a aussi toutes les... Je ne vous ai pas cité la version qui est racontée par les bergers, enfin les bergers provençaux, de la poursuite de Sirius, Orion, dans Mistral. Vous prenez Mistral, il vous dit qu'il y a Jean de Milan qui se lève trop tard, c'est donc le petit chien qui se lève trop tard, et puis qui est au bout d'un moment rattrapé très vite par, je ne sais plus comment il s'appelle, ce qui est Orion. Il y a toute une... ça se racontait aussi, on n'avait pas besoin d'aller chez les Grecs pour avoir tout un récit comme ça, qui explique la façon dont toutes ces étoiles tournent au ciel. Orion, fleur de carotte, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est dans un de Beaumugne. Vous savez, malheureusement, le travail sur les légendes du Bégo n'a pas été fait. Il y a eu quelque chose recueilli vers les années 1880, gare avant, alors qu'on pouvait encore, à mon avis, recueillir des choses très importantes sur Fontanalbe, Saorgine, Saorge, etc., et qu'on s'y mis un peu tard et que tous les gens répètent la même chose. Moi, j'ai quand même fait quelques enregistrements. Hein. J'ai fait faire par mes étudiants des enregistrements il y a de ça 30 ans, mais je crois que c'était déjà un peu tard. Et sûrement tard. Mais pour vous, qui aurait fait ces inscriptions? Parce qu'il faut se remettre à l'époque où pour aller là-haut, c'était quand même pas prendre l'autoroute, c'était pour y aller à pied, c'était quand même une sacrée expédition, quoi. Donc, je crois que c'était moins difficile pour nous. Alors ça, je peux vous dire que si ils devaient y monter en 1h30, hein. Vous vous rendez compte? Ils étaient montagnards depuis qu'ils étaient comme... Ma petite fille, elle y monte en 1h30. Hein. Quand elle court devant moi, je ne la suis pas, parce qu'elle a été élevée ici. Et ils étaient élevés ici, ces gens-là. Alors, parler de la difficulté d'aller là-haut, moi, je ne crois rien du tout. ils partaient d'où?
Eh bien, il partait Belvédère. moi, je dirais même, il partait de Saint-Dalmas, comme je fais moi, souvent. Je suis parti de Saint-Dalmas à pied. Je l'ai fait souvent, ou alors je suis parti de Tangres et j'ai suivi là-haut ce beau trajet, c'est splendide hein, là-haut, avec des inscriptions de bergers tout le long, des cascades. J'ai des souvenirs là, du trajet, comment il s'appelle, le berger, il est là, Michael. Tu sais, Michael, il est là, c'est beau là ce trajet. Mais ça, alors là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand on interrogeait le berger qui était dans la cabane avant, oui, quand on interrogeait Pierrine, il mettait 2 jours pour monter de Nice. Mais il ne passait pas par les vallées. Vous savez bien qu'il passait toujours par les crêtes. Il y avait des chemins de crête et il arrivait par le Djougan en 2 jours, avec tout son troupeau. Oh, c'est pas vrai. Et en 2 jours, vous chargez sur votre troupeau, vous chargez un peu sur les bêtes les plus solides, vous chargez les sacs de sel et vous arrivez là-haut avec votre sel pour la saison. Hein. Ah non, ça alors je ne crois pas du tout. Alors les gens qui disent, mais est-ce que les vaches pouvaient monter là-haut s'il y avait uniquement la voie de l'enfer, etc. Moi j'ai vu monter des vaches corses, ça ne les gêne pas. Alors les vaches pyrénéennes, encore moins. La fameuse vache rouge pyrénéenne qu'on chasse au coup de fusil comme ça, vous savez, on les laisse. Comme ça, elle s'appelle les rouges en plus. Et bien ça, grimpe là, c'est des vaches légères. Et on sait que les vaches en plus, on a les ossements là. C'était légère à l'époque. Ah non, ça, moi je ne crois pas du tout à la difficulté. Je ne crois même pas que c'était, si vous voulez, une sorte de pèlerinage avec une difficulté. C'est pas Saint-Jacques à genoux, ce que faisait ma grand-mère, c'est-à-dire monter tous les escaliers de Rocamadour à genoux. Hein. C'est pas de la pénitence. Non, on l'a fait, nous, c'est pas de la pénitence. On l'a fait, quand même. On n'en a jamais. Moi, en forme, j'ai le souvenir d'avoir fait ça en 2h30, heureux, pas trop chargé. Oui. Et alors, vous vous rendez compte, avec les gens qu'ils avaient à l'époque? Non, ça... Alors bon, ça n'empêche pas qu'une fois là-haut, il y avait sûrement, il y a une telle unité, parce que c'est ça quand même, pour moi, le grand problème du Bégo. J'en parle souvent avec Silvio Mano, il me dit c'est vrai que le problème par rapport à tous les autres sites, c'est cette unité de récits. Quoi. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Il n'y a eu pratiquement aucune superposition. Vous vous rendez compte, vous entrez dans n'importe quelle église graffitée, les gens n'ont pas hésité, ils ont graffité, regraffité, on ne voit plus rien. Il n'y a pas eu 3 fois. Vous vous rendez compte ce que ça suppose? Pas eu 3 fois, ou sur, je sais pas, maintenant on compte 150 000 gravures, qu'importe, hein. Sur 150 000 gravures, il y a 2 ou 3 fois où il y a des superpositions, hélas. Parce que ça nous permettrait de faire au moins des datations relatives. Mais savoir si c'est 5 minutes après ou 5 siècles après, ça c'est plus difficile. À la Patine peut-être. Mais, ah non, c'est quand même étonnant. Ça, moi je trouve ça très étonnant. Très étonnant. Parce qu'ailleurs, vous avez toujours, les gens n'ont pas hésité à faire des repeints, hein, à faire, vous en avez, même les tableaux de Rubens, vous avez 4 couches avec les gens qui ont corrigé, etc. Ben là, pas du tout. Pas du tout. Quel respect ça suppose, hein? Vous avez des signes qui avaient été posés là avant. Quel respect! Ou quelle crainte! Ou quelle crainte, oui. Il pourrait y avoir aussi l'idée, quelqu'un a laissé... Mais on en a vu une, hein, il n'y a pas longtemps, vous avez photographié une quand même, on va la regarder hein, attentivement. Parce que là, on a deux corniformes comme ça. Mais on a vraiment l'impression qu'il y en a un qui passe sur l'autre. Puis il y a tout le problème du pré-Bégo, hein. Il y a tout le problème des linéaires. Donc de toute évidence, une bonne partie est antérieure. Ça Delimlé lutte des pieds et des mains parce qu'il ne veut absolument pas que les linéaires soient antérieurs. Mais enfin, regardez à la loupe. Regardez à la loupe, hein, et c'est très clair, c'est-à-dire que si les linéaires étaient postérieurs, au moment où ils arrivent sur les autres, ils ne pourraient pas faire la continuité comme ça, vous voyez, tac. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Donc, toutes les thèses, justement, de gens comme Lamboya et tout ça, ils s'étaient beaucoup battus
sur le fait que c'était des choses pré-Bego. Mais alors, pourquoi ces sortes d'arbres? Qu'est-ce que c'est que ces sortes de plumeaux, d'arbres? Si c'était le roi Gohan, lui, il n'hésitait pas, les signes en plumeaux, c'était des signes mâles. Mais c'était pas, attention, hein, c'était pas idiot ce qu'il a fait sur l'ensemble, c'était bien. Hein. Moi, j'aimais bien. Et puis, il dirait, bon, mais si l'un d'entre vous a des idées sur les réticulés, là, je prends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est droit. C'est quand même très, très tracé, du terrain. Il y a une chose aussi, quand même, dans les réalités là-haut, quand vous passez, alors, côté Fontanalbe, soit côté Fontanalbe, soit surtout quand vous passez au niveau, vous savez, de l'avalanche de Colarossa, là. Regardez, vous avez des mélèzes qui font la pipe. Des mélèzes qui ont été tordus par le poids de la neige comme ça, donc qui sont comme ça. Ben moi, j'affirme que là, c'était une réserve d'arrière, toute simple, et puis incassable. Vous laissez une branche en plus pour faire le mancheron, incassable, puisque c'est l'ensemble de l'arbre qui dort comme ça. Et ça, je le sais, parce que dans les Hautes-Alpes, il y a beaucoup d'arrières, monoxyde, fait par des arbres qui font la pipe. Alors ça, moi je crois qu'il faudrait étudier un peu ces choses de ce genre-là. C'est-à-dire que peut-être aussi, les gens qui avaient besoin, bien sûr que les gens qui avaient besoin d'armes d'aller, etc., mais aussi, parce qu'on, de toute évidence, on n'allait pas passer l'arrière là-haut, mais les gens qui avaient besoin d'arrière. Et il y en a, alors du côté de... il y en a de splendides, après qu'il y a eu la grande tempête de grêle, là, il y a 2-3 ans, hein, à Fontanalbe. Alors il y a un certain nombre d'arbres qui ont été entraînés comme ça, et justement, ils sont en plus tout près. Ils ont été bien écorcés par la grêle qui tombait, là, les pierres, etc. Ouais, vous avez qu'à les ramasser, vous avez des arrêts, tout fait. Profitez-en. Profitez-en, l'arrêt est gratuit. Voilà, ce genre de choses, moi, je crois qu'il faudrait les... C'est simple, mais... Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Merci à vous.